on est vraiment très content avec Laurence Bressanet, la directrice de l'équipe du clinique, et moi-même et tous les membres de l'équipe de vous recevoir. Alors, pour vous présenter, je reviens très brièvement sur votre parcours. Vous êtes originaire de Bordeaux, j'y suis né moi aussi, pour la petite histoire. Mais vous avez fait vos études à l'école normale et ensuite vous êtes parti étudier en Allemagne. Vous avez réalisé plusieurs années. Je crois que là c'était une découverte, peut-être une révélation d'une certaine façon, parce que c'est ça qui vous a orienté vers les études en germanistique et qui vous a conduit à passer l'agrégation d'allemand et avant de rejoindre finalement à la fin des années 70 le CNRS où vous êtes actuellement directeur de recherche. Donc c'est une longue trajectoire que vous avez parcourue là au sein de cette institution. Vous avez été, je crois, jusqu'à récemment directeur de l'UMR, Pays germanique, transfert culturel, qui dépend à la fois du CNRS et de l'École normale supérieure, si je ne me trompe, en dirigeant, c'est toujours le cas, l'un des deux axes qui, à côté de l'axe qui regroupe les philosophes de l'espace germanophone, un autre axe qui travaille plutôt sur qui regroupe à la fois des germanistes et des historiens du culturel, et ça, je crois que c'est un peu votre double facette, et qui travaille sur l'histoire culturelle, intellectuelle, esthétique, littéraire des pays de langue allemande, notamment à travers ce concept de transfert culturel sur lequel je reviendrai. C'est précisément dans les années 90 que vous avez lancé ce concept, peut-être était-il en gestation auparavant, un peu comme un programme de recherche au sein du CNRS. Pour une première approche, j'ai trouvé cette définition qui est très courte, mais je pense qui permet bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent vos travaux, donc connaissent cette notion, bien entendu, qui pour nous a été moteur. Certains sont pu vous retrouver, ça a été mon cas, mais d'autres aussi dans leurs travaux de thèse doctorale, d'habilitation à des recherches. Je crois que pour nous, autres linguistes, spécialistes du culturel, c'est un concept fondamental pour nos recherches. Je le résume à travers vos mots. Vous définissez ce concept de transfert culturel comme la modification de sens liée au passage des objets culturels, des savoirs et des textes d'un espace à un autre. Alors, voilà, première approche, mais vous compléterez très certainement au détour de votre conférence. Dans le prolongement de cette première initiative qui remonte aux années 90, vous avez dirigé et lancé un LabEx transfert justement qui est dans les années en 2010-2011 qui associe à la fois l'École normale supérieure, le Collège de France et le CNRS. Et là, c'est un projet ample, qui a, je pense, réuni beaucoup de chercheurs et qui a permis d'étudier dans la longue durée la circulation des textes, des modèles intellectuels, des savoirs et des objets matériels, artistiques, quotidiens entre les cultures, et ce sur une très large échelle finalement, en partant du bassin méditerranéen, mais je crois avec des ouvertures sur l'Orient, sur l'Afrique, même du Mexique, parmi les différentes aires qui ont été abordées pour réfléchir sur ces transferts culturels. Alors de là sont sortis nombre de publications, je ne vais pas toutes les citer, ça serait bien long, certaines en allemand, d'autres en français, peut-être les plus proches de nos préoccupations et celles que certains connaissent déjà, bien entendu. Il y en a une qui date de 88, qui a été coordonnée avec Michael Werner, qui est directeur d'études à l'EHESS, avec qui vous avez beaucoup collaboré dans cette perspective. Transfert des relations interculturelles dans l'espace franco-allemand, qui est vraiment votre aire de prédilection en termes de réflexion. Un ouvrage dont vous êtes le seul auteur au PUF 1999, les transferts culturels franco-allemands. J'ajouterai aussi deux autres publications qui nous ont directement servi à Miguel Rodriguez, ancien directeur de l'équipe qui est juste devant, et à moi-même, puisque nous avons coordonné un ouvrage sur l'émergence des études en langue et cultures étrangères à la Sorbonne, divisé entre la fin du 19e et l'éclatement de l'Université de Paris en 1970. Et là, dans nos réflexions, pour l'introduction, pour penser cet objet, nous sommes publiés sur deux ouvrages. Le maître de langue, les premiers enseignants d'allemand, 1830-1850, donc vous remontez très loin, puisque c'est un peu l'émergence de cet intérêt pour les langues étrangères, en France en tout cas, et qui a été justement publié en collaboration avec Michael Werner et Françoise Lagier en 1991. Et quelques années après, un ouvrage qui est vraiment un ouvrage fondamental, je crois, le paradigme de l'étranger, les chefs de littérature étrangère au XIXe siècle, paru au CERF en 1993. Vous étudiez l'émergence de l'enseignement des littératures étrangères
en France, dans l'enseignement supérieur, à partir de ce moment-là, de la Révolution de 1830, pardon, et qui ensuite se manifeste à Paris, à Lyon, à Strasbourg en particulier, et où on voit que il y a un lien direct entre cette notion de transfert culturel et ce que sont les littératures étrangères. Et je cite juste une petite phrase. Les littératures étrangères, cette discipline nouvelle qui apparaît donc dans le contexte universitaire, moins prestigieuse et moins bien défendue que la philosophie ou l'histoire, est un lieu de pénétration des systèmes de référence intellectuelle autres. Hein, et je crois que c'est bien en consonance avec la définition que je donnais juste avant de la notion de transfert culturel. Alors voilà, aujourd'hui nous allons vous écouter donc sur une notion différente, celle de capital culturel, que vous avez aussi abordée à travers vos travaux, et qui justement va être déclinée dans l'espace germanophone. Je salue notre collègue Jean-François Laplény, avec qui on a déjà collaboré justement dans ce cadre-là, et qui est germaniste au sein de la faculté des lettres. Et donc nous allons vous donner la parole justement dans la construction d'une capitale culturelle, littéraire, et vous allez en parler, je ne vais pas demander cette chose, mais dans un contexte culturel fort différent de la France en tout cas, un contexte qui est fragmenté, tandis que voilà, la France est plus un contexte centralisé, et donc justement je pense que la construction de cette notion de capitalité appliquée au domaine littéraire et culturel, voire scientifique, et a une spécificité propre dans le monde germanophone, et qui sans doute fera surgir des questionnements pour nous autres spécialistes des aires ibérophones, lusophones ou hispanophones. Voilà, je vous laisse donc la parole. Je vais reprendre le micro. Oui, je vous passe dessus. Merci, je pense que ça va tout ça. Donc, je vous remercie d'abord vivement pour cette introduction très généreuse et très riche. Et plus largement, je suis tout à fait honoré de l'invitation que vous m'avez faite à parler devant vous de la question bien compliquée des capitales culturelles allemandes. Alors, une capitale culturelle est notamment, entre autres, une capitale littéraire, mais c'est aussi une capitale artistique et musicale. Dans tous les pays européens, la vie littéraire se concentre en des lieux et on est tenté de les considérer confusément comme des capitales. Pourtant, avant de s'interroger plus précisément sur ce que pourrait être une capitale culturelle allemande, quelques distinctions préliminaires s'imposent. Vous voyez ici la porte de Brandebourg qui, pour tout Français, évoque immédiatement la capitale allemande qu'est Berlin, alors que la porte de Brandebourg, et j'y reviendrai, est une reprise par l'architecte Langhans au XVIIIe siècle des propylées à Athènes. L'espace culturel germanophone n'est pas jusqu'à l'époque actuelle l'Allemagne. Il intègre des centres aussi importants que Vienne ou Zurich. À plus forte raison, serait-il absurde pour des époques anciennes d'établir des distinctions. La polémique entre les théoriciens de la littérature Bodmer et Breitinger de Zurich d'un côté, l'auteur de pièces classiques à la française Gottsched de Leipzig de l'autre, structure les débats littéraires au milieu du XVIIIe siècle. Le libraire Trattner de Vienne répand ses éditions pirates à travers l'Allemagne. Au moins jusqu'à Sadova, en 1866, le morcellement politique de l'ensemble issu de l'Empire romain germanique exclut que l'on puisse définir l'une de ses parties comme l'Allemagne au détriment des autres. Un premier point de mon exposé, je voulais parler des fonctions de la capitale. Avant de s'interroger sur le sens exact de la notion de capitale culturelle dans le monde germanique, on peut commencer par rechercher une définition précise du mot capitale. L'historien Reinhard Koselleck, dans son livre fondamental Geschichtliche Grundbegriffe, concepts historiques fondamentaux, nous laissant sans secours particulier. Curieusement, la notion de capitale ne fait pas partie de ce livre essentiel pour l'historiographie allemande. On doit aller à la source des différents lexiques. Kant et Hegel ignorent le terme, qui n'apparaît pas non plus chez Goethe. Dans le dictionnaire de Adelung, édition de 1796, Hauptstadt, donc capitale, désigne, je cite, la plus noble et plus importante ville d'une province. Par exemple, Erfurt est la capitale de la Thuringe. Le dictionnaire de Grimm, qui paraît depuis 1854, mais dont le 10e volume contenant le terme de Hauptstadt
n'a été publié qu'en 1877, après la fondation de l'Empire, donne 3 sens. La première ville d'un pays, d'une province, du point de vue de sa grandeur, de sa situation et de son importance politique. Et le dictionnaire précise ensuite, comme la première ville du pays est d'habitude le siège du prince territorial, on emploie comme des synonymes Hauptstadt, donc capitale, et Residenzstadt, ville de résidence du souverain. Un deuxième sens, c'est la métropole par rapport aux colonies. Un troisième sens, c'est la ville la plus importante dans un domaine. Par exemple, Solingen est une capitale de l'acier. Donc, des définitions du milieu du 19e. Le dictionnaire de Trübner, paru en 1939 à Berlin, n'a tout simplement pas d'entrée capitale. Mais on y trouve quand même des entrées Häuptling, sur la même racine, chef de horde, Hauptmann, capitaine, Hauptsache, chose principale, Hauptsatz, proposition principale, mais pas de Hauptstadt, pas de capitale. Il faut dire que d'après le lexique de la langue parlée de Küpper de 1983, on appelait dans les années 1930 Munich Hauptstadt der Bewegung, capitale du mouvement national-socialiste. On pourrait dire, pour résumer cette brève exploration, que le terme de capitale n'est pas un concept sémantiquement lourd. Qu'est-ce qu'une capitale littéraire? Quand on pose cette question dans un cadre francophone, on pense immédiatement à Paris, c'est-à-dire à un lieu où vivent de nombreux auteurs, où leurs livres sont produits, où leur consécration se décide, où sont engagées les traductions, où s'opère la diffusion et se pratique intensément la lecture critique. On pensera rarement en fait que toutes ces fonctions qu'enveloppe le terme de capitale sont en fait radicalement distinctes et au mieux font système entre elles. Il est très difficile de dire, d'un point de vue général, où vivent les écrivains allemands au XXe siècle, mais il est bien évident qu'ils ne sont pas concentrés dans un lieu ni dans une région unique. De très grandes figures sont associées à des minuscules terroirs, comme Henri Schmidt dans son village de Basse-Saxe, ou Ernst Junger dans son village de la Forêt-Noire. Et ce ne sont pas des écrivains de terroir, mais bien des auteurs d'envergure nationale. Une partie non négligeable est installée à l'étranger, notamment à Paris, comme si cette distance était une condition favorable à la production littéraire. C'est le cas du prix Nobel de littérature Peter Handke, prix Nobel en 2019, qui vit depuis de très nombreuses années à Chaville. En remontant dans le passé, on peut voir que la situation est la même dans la longue durée. Le lieu de production des livres est, dans de très nombreux cas, différent du lieu de séjour. Il s'agit très souvent, dans l'histoire allemande, dans la longue durée, de Leipzig. Wieland, un des premiers romanciers qui vit dans un hameau pas très loin de Weimar, publie ses œuvres chez le Leipzigois Göschen. Goethe passe de Göschen à Gotha, à Stuttgart. Jean-Paul vit à Bayreuth, mais ses livres sont publiés à Berlin ou à Leipzig. Vers 1790, on compte dans l'ensemble du monde germanique un écrivain pour 4000 habitants. Mais on en compte un pour 800 à Vienne, un pour 675 à Berlin et un pour 170 à Leipzig. Entre 1765 et 1805, Vienne produit 1235 livres en moyenne décennale, contre 2423 à Berlin et 5556 à Leipzig. En 1835 ont été publiés 24 titres à Berlin, 23 à Munich, 31 à Stuttgart et 110 à Leipzig. C'est seulement vers 1913 que Berlin, en nombre de titres produits, l'emporte sur les autres centres allemands. Ces résultats statistiques doivent être considérés avec une certaine prudence, car des notions comme le nombre de titres ou le nombre d'auteurs recouvrent des choses parfaitement disparates en l'absence de toute hiérarchie des valeurs esthétiques ou du degré de consécration. On peut toutefois en tirer l'idée que les lieux de production du livre sont sensiblement dispersés sur le territoire, que les auteurs le sont également, et que le centre qui se dessine peu avant la guerre de 14, à savoir Berlin, n'a même au moment de son plus grand rayonnement qu'une importance relative. À l'époque contemporaine, Francfort, qui n'est en rien, on le sait, un lieu de séjour traditionnel pour les écrivains, est certainement un des principaux lieux de production de livres. Observons le mode de consécration immédiate d'un texte important pour la culture allemande de son époque, les discours à la nation allemande de Fichte,
qui paraissent à Berlin en 1808. Texte fondateur, s'il en fut, pour l'identité culturelle nationale allemande. Les échos immédiats en 1808 et 1809 ont évidemment une importance décisive dans la diffusion de l'œuvre. Sur 8 recensions immédiates, une seule a été publiée à Berlin, les autres venant de Stuttgart, Leipzig, Tübingen, Heidelberg, Jena, Munich et Altona, c'est-à-dire de 7 lieux différents. Les canaux de consécration obéissent quant à eux à une répartition géographique tout aussi autonome. Après les Acta Eruditorum de Leipzig, l'Allgemeine Deutsche Bibliothek de Berlin, le Göttingischer Gelehrtenanzeiger de Göttingen, la Jenenser Literaturzeitung de Jena ont eu au XVIIIe siècle une position dominante, donc des organes liés à Leipzig mais aussi à Jena. Ajoutons que la reconnaissance passe plus nettement en Allemagne qu'en France par l'étranger. Le succès obtenu par tel ou tel auteur allemand, disons Schiller ou Klopstock à Paris, le renforce dans sa position allemande. Dans le domaine des traductions, de la pénétration sur le marché allemand d'œuvres étrangères, on peut dire que le système d'inscription obligatoire au Börsenverein, association d'éditeurs de Leipzig, a créé une situation de monopole de fait. Pour sortir les livres plus rapidement, les libraires avaient ensuite créé de véritables usines de traduction, partageant la tâche entre de nombreux traducteurs censés réaliser la traduction dans un temps très limité. Je pense que c'est une innovation allemande que ces usines de traduction dès le milieu du XIXe siècle. Il fallait 8 jours pour qu'un best-seller soit mis sur le marché en traduction allemande. Une des fonctions de la capitale littéraire est d'être un lieu de diffusion et de lecture. Or, comme l'a montré l'historien du livre Frédéric Barbier, si l'on voit bien entre 1837 et 1913 le nombre des librairies berlinoises passer de 25% à 37% du nombre des librairies allemandes, si l'on évolue d'un ratio de 10 000 à un ratio de 3 700 habitants par librairie à Berlin, il n'en reste pas moins que cette évolution est récente et que durant la même période, Leipzig passe d'un libraire pour 3 000 habitants à un libraire pour 1700 habitants. À Dresde, Stuttgart et Hambourg, on compte respectivement vers 1810 un libraire pour 3 400, 3 800 et environ 4 700 habitants. La capitale de l'Empire, au moment où se réalise une concentration de pouvoir maximale, ne se caractérise pas par une densité de lecteurs qui permettent d'en faire une capitale de la lecture. J'en viens à mon second point, le passage de Leipzig à Weimar. Plus que les autres, la ville de Leipzig, nous l'avons déjà suggéré, concentre à plusieurs époques différentes fonctions qui caractérisent la capitale littéraire. On trouve une forte densité d'hommes de lettres, parmi lesquels des noms importants de l'histoire littéraire. Ces écrivains bénéficient d'un très fort succès populaire. Surtout, Leipzig est devenu le principal lieu éditorial d'Allemagne, après avoir définitivement relégué Francfort, au XVIIIe siècle, s'entend, au second plan. Et le prince des libraires, qui est Philippe Erasmus Reich, durant la période 1765-1787, a réussi à moderniser et moraliser le commerce des livres. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, il prévalait un commerce fondé sur l'échange de papier imprimé dans des fûts de bois. Après une phase où le système d'échange prévoyait la possibilité de renvoi des invendus, les libraires leipzigois introduisirent et imposèrent dans la seconde moitié du siècle le système de l'achat des livres sans retour possible. Une des contributions de Reich à la modernisation de la librairie dans le monde germanique consiste notamment à développer le catalogue de la foire, à combattre les éditions pirates, à clarifier et normaliser les relations éditeurs-auteurs. Je pense qu'il est très important dans l'étude des capitales littéraires et capitales culturelles de s'intéresser à la biographie et aux innovations des maisons d'édition. Alors on assiste également au phénomène de best-seller. À cet égard, il faut mentionner le Werther de Goethe. L'éditeur Christian Friedrich Weigand, qui était originaire de Helmstedt, venait de s'installer à Leipzig. Rédigé dans les premiers mois de 1774, le Werther paraissait en septembre de la même année. Ce prodigieux succès, qui inlassablement réédité fut bientôt traduit dans de nombreuses langues, intervient au moment où la place de Leipzig a conforté sa situation de quasi-monopole.
C'est là que Wieland, qui introduit très largement le genre du roman en Allemagne, publie ses œuvres complètes, dont on s'accorde à reconnaître le rôle dans la création d'un large lectorat. Or, Leipzig est aussi le lieu où la consécration peut être prononcée, d'abord par les nombreux lecteurs que la densité des libraires permet d'imaginer dans la classe des négociants, lecteurs qui utilisent parfois les services des cabinets de lecture, particulièrement bien dotés, mais aussi par l'instance médiatrice des revues. Goethe, figure du XVIIIe siècle qui enseigne la littérature allemande à l'université, est un inépuisable fondateur de revues, selon le modèle anglais des journaux sentimentaux, et Nicolai de Berlin installe même la rédaction de sa revue, la bibliothèque des belles sciences et des arts libéraux, à Leipzig. Une concentration comparable peut être constatée au milieu du XIXe siècle, lorsque les romanciers de la jeune Allemagne publient des romans destinés à un vaste public et sont en même temps responsables de revues. La juxtaposition du travail d'écriture, des instances de consécration, des maisons d'édition et de ce lieu d'échange qu'est la foire du livre aboutit à favoriser une littérature de large diffusion au détriment de la littérature de cénacle. Le phénomène explique sans doute en partie un glissement de Leipzig à Weimar dans la fonction de capitale, cette fois-ci avec de très fortes ambitions littéraires, indépendamment du nombre d'exemplaires vendus. Lorsque Georg Joachim Goeschen, qui a publié en 1787 une édition des œuvres complètes de Goethe en 8 volumes, refuse en 1791 de publier son essai sur la métamorphose des plantes, pensait que ça se vendrait mal, Goethe quitte son éditeur pour faire affaire avec Cotta. Ce qui revêt une importance symbolique, c'est moins le divorce de Goethe et de son éditeur leipzigois que le refus d'une littérature soumise aux intérêts de l'édition. Le mythe de Weimar comme capitale littéraire repose sur le mythe d'une littérature incarnée principalement par Goethe et Schiller, qui ne se plierait en aucun cas aux exigences du marché littéraire. Cultivant l'idée d'autonomie de l'art et s'inscrivant en faux contre son asservissement à l'idée même de marché, la nouvelle capitale, qu'est Weimar, qui restera une capitale culturelle dans la longue durée, va se définir par une certaine distance vis-à-vis des contraintes propres à cette ancienne capitale qui a été un moment Leipzig. Des auteurs produisant des romans qui se vendent fort bien et font la fortune de leurs éditeurs se situent désormais en marge et sont l'objet d'une condescendance appuyée. Je voudrais simplement présenter une photo de la maison de Goethe à Weimar qui, disons, incarne cette idée d'une prise de distance par rapport au marché culturel. La vraie capitale, c'est celle qui s'est placée à l'écart. Schiller ou Goethe, qui doit pourtant le début de sa carrière au succès fulgurant du Werther, un best-seller, sont réinterprétés comme des signes de qualité d'une élection inaccessible au commun. Il faut dire d'une part que le thème de l'autonomie de l'art est en partie une conséquence de l'individualisation de l'œuvre liée au développement du marché littéraire, d'autre part que l'autonomie de l'art finit par devenir, elle aussi, un argument sur le marché. On en arrive au phénomène, plus tard en Allemagne, du cercle de Stefan Georg, dont le succès, y compris commercial, reposera sur le mépris affiché des lois du marché littéraire. Alors que la définition d'une capitale littéraire reposant sur l'étroite collaboration d'un grand nombre d'auteurs et d'éditeurs répond à des considérations de type comptable ou statistique, la capitale littéraire, se fondant sur l'autonomie de l'art, peut être plébiscitée par une reconnaissance étrangère. Quand Madame de Staël érige Weimar en temple de la littérature allemande aux yeux du public francophone et même aux yeux du public anglophone ou russophone, elle néglige complètement le nombre d'exemplaires vendus, mais répercute l'idée propre aux Weimariens qui se servent de Madame de Staël pour leur communication, disons, répercute l'idée propre aux Weimariens de l'autonomie de l'art. J'en viens à un troisième point de mon exposé, le lien entre capital culturel et capital artistique.
Dans l'espace germanique, la notion de capital culturel est souvent liée aux collections de livres et d'objets d'art que l'on peut y rencontrer. C'est tout particulièrement le cas pour Munich, capitale du royaume de Bavière et de Dresde, capitale du royaume de Saxe. À Munich, le cabinet des curiosités, qui a donné les premières collections d'objets étonnants et rares, date du XVe siècle. Il constitue la racine, le socle de ce qui deviendra plus tard la pinacothèque ancienne. Une figure mérite tout particulièrement d'être évoquée dans ce contexte, celle d'un Flamand immigré en Bavière, répondant au nom de Samuel Quickeberg, qui s'est occupé des collections royales de livres et d'objets d'art, mais a fait la théorie de ces collections et de leur rôle dans l'économie de Munich comme capitale. Son livre, publié en latin en 1565, fonde la muséologie en mettant l'accent sur le fait que les objets rares ou les œuvres d'art rassemblées par le souverain constituent une appropriation symbolique du monde au-delà du territoire sur lequel règne le souverain. Et c'est précisément cette appropriation symbolique du monde dans sa globalité qui définit la capitale culturelle. Au-delà des objets traditionnels, alors ça, c'est une photo qui présente la pinacothèque de Munich. Au-delà des objets traditionnels des cabinets de curiosité, cette emprise sur le monde s'exprime dans la capitale bavaroise par l'acquisition de tableaux flamands ou italiens. C'est donc s'approprier symboliquement le monde que de posséder ces tableaux. Quickeberg poursuit le rêve de l'humaniste italien Giulio Camillo, cher aux historiens d'art de l'école de Warburg, qui avait imaginé un théâtre de la mémoire systématisant sous forme de maquettes ce qu'il importait de retenir dans l'histoire du monde. Mais le théâtre de la mémoire ne rassemblait que des références culturelles constituant la culture classique dans toute son extension. Avec Quickeberg et les collections de Munich, ce sont des objets qui se substituent aux références littéraires. On reste dans le domaine du symbolique, mais la possession symbolique du monde dans la capitale culturelle passe par la médiation d'objets d'art. On retrouve une formule du même genre dans l'histoire de la galerie de Dresde. Rappelons qu'Auguste le Fort, qui était à la fois prince électeur de Saxe et roi de Pologne, avait commencé à partir de 1707 à rassembler des tableaux en vue d'asseoir la réputation de cette étrange capitale germano-slave. La Vénus de Giorgione était déjà entrée dans les collections royales à la toute fin du XVIIe, mais l'ampleur des collections s'affirme lorsqu'Auguste le Fort fait appel à un Français, auteur d'une introduction abrégée à l'histoire de la peinture pour diriger la galerie. Grâce à un réseau d'agents à Venise, Paris, Prague, Amsterdam, les successeurs d'Auguste le Fort poursuivent sa campagne d'acquisition de peintres hollandais et italiens. Un des plus grands événements de ce point de vue étant l'acquisition de la Madone Sixtine de Raphaël. La galerie devient un lieu d'attraction européen. Stendhal, à l'occasion de la campagne de Russie, traverse Dresde et s'y arrête pour admirer l'étoile du Corrège. Une académie des beaux-arts se développe en lien avec la galerie durant le XVIIIe siècle et abrite de nombreux peintres français ou italiens. Le but de cette institution était de favoriser la production d'œuvres artistiques à partir des chefs-d'œuvre anciens. Au-delà, disons, de la domination symbolique du monde par les collections, il y a aussi l'idée de créer un lieu de production sur la base d'imitation des œuvres rassemblées. L'idée d'arts appliqués restait en arrière-plan. Il est sûr en tout cas que toute l'histoire de la pensée esthétique en Allemagne est liée à la galerie de Dresde. Tous les philosophes concernés par les questions esthétiques se référant à ces collections qui ont ainsi dépassé l'idée de domination symbolique du monde pour aboutir aussi au fonder, disons, une esthétique philosophique. Ce rôle de la galerie comme élément de la définition du capital culturel dépasse au demeurant la période glorieuse du XVIIIe siècle, puisque la galerie a continué à faire de Dresde une capitale culturelle jusqu'au XXe siècle. La Saxe, particulièrement riche en maisons d'édition, conserva aussi au niveau de l'histoire des bibliothèques son statut de capitale culturelle, mais c'est plutôt à Leipzig qu'est dévolu le rôle de promotion des livres. Le principal centre historique de production des livres devint en 1913 le lieu d'implantation de la Deutsche Bücherei, la bibliothèque nationale allemande. Vous voyez une photo de la Bibliothèque nationale allemande, lorsque Berlin est clairement devenue la capitale de la Prusse et
et de l'Allemagne, elle a tout de même reconnu à Leipzig la fonction, disons, de conservation de la mémoire sous forme de bibliothèque nationale. Sans doute faut-il évoquer les efforts de Berlin pour être aussi une capitale culturelle, rassemblant les trésors de l'art universel. Mais Berlin vient après Munich, Leipzig, Weimar et Dresde. L'île au musée est fondée dans les années 1830 et correspond naturellement encore à la volonté de la capitale prussienne de s'afficher comme capitale culturelle. Pour cela, un rôle particulier est dévolu à l'archéologie. Le musée de Pergame a été construit dans les années du XIXe siècle, les dernières années du XIXe siècle, pour abriter le gigantesque hôtel antique de Pergame, transporté pierre par pierre depuis l'Anatolie. L'Allemagne wilhelminienne revendiquait un contrôle symbolique des antiquités proches orientales. À mon avis, il y a un lien entre, disons, le temple de l'hôtel de Pergame et le chemin de fer Berlin-Bagdad, qui vient, pour ainsi dire, compléter ce musée de Pergame, abritant, à côté de cet hôtel, des sculptures assyriennes et babyloniennes. Il faut dire que pour les collections d'art européens, italiens ou flamands, Berlin est arrivé trop tard et que les antiquités proches, les antiquités du Proche-Orient servent un peu de substitut dans l'affirmation de la capitale prussienne comme lieu de culture universelle. Là, vous avez une photo de l'île des musées. Wilhelm von Bode, qui fut le directeur des musées de Berlin, ouvrit dans le musée qui porte son nom une section d'art islamique, tandis que le musée d'ethnologie récupérait au même moment les fresques bouddhistes ramenées d'expédition dans le Xinjiang. La recette définie par Quickeberg au XVIe siècle à Munich, de constitution d'une collection marquant l'appropriation symbolique du monde, se poursuivait sous d'autres formes. Berlin devenait à son tour, au niveau artistique, une capitale culturelle. J'en viens à un quatrième point, les capitales musicales. Si les grands musées sont les signes caractéristiques d'une capitale culturelle, un rôle comparable est dévolu aux institutions musicales. Dans ce domaine, il faut une fois encore accorder une attention particulière à Leipzig, où Telemann fonde en 1705 un Collegium Musicum et où Johann Sebastian Bach est nommé en 1723 cantor de l'église Saint-Thomas. Vous avez une photo. Cette église, avec le tombeau de Bach dans le chœur et la tradition d'une chorale des Thomann spécialisée dans la transmission de la musique de Bach et qui perdure jusqu'à nos jours comme une sorte de lieu sacré, complète l'extrême concentration des lieux de production, de diffusion et de conservation des livres pour en faire une capitale culturelle. Il faut dire que la ville jouit de la proximité d'une autre capitale traditionnelle, Weimar, les écrits produits à Weimar étant imprimés à Leipzig, et d'une complémentarité avec les collections de tableaux de Dresde. Il y a une sorte de triangle qui se dessine, Leipzig, Dresde, Weimar. Du point de vue culturel, le royaume de Saxe a toujours été un ensemble bicéphale, le gouvernement situant plutôt à Dresde la vie politique et les beaux-arts, la vie scientifique, économique, musicale ou les bibliothèques relevant plutôt de Leipzig. Pour en revenir à la musique, il faut évidemment signaler à Leipzig la fondation au XVIIIe siècle d'une salle de concert, le Gewandhaus, qui organise des concerts sur la base de souscription. Le Gewandhaus, qui bénéficie d'un immeuble de prestige, attire très vite des personnalités de la vie musicale européenne, notamment italienne. L'internationalisation s'accentue quand Mendelssohn prend en 1835 la direction du Gewandhaus, qui accueillera à Leipzig Victor Berlioz en 1843 pour y diriger ses œuvres au Gewandhaus. De Camille Saint-Saëns à Tchaïkovski, nombreux sont les musiciens européens, ici la salle historique, nombreux sont les musiciens européens à avoir personnellement dirigé leurs œuvres sur cette scène, jusqu'à Kurt Masur, qui prend la direction du Gewandhaus en 1970, la tradition est restée intacte. On observe un phénomène un peu comparable à celui des musées, de même que la présence de tableaux étrangers accentue une sorte de domination symbolique sur le monde, l'importation de musique étrangère fait du Gewandhaus un lieu d'universalité. Vienne doit aussi à la vie musicale d'avoir été une capitale culturelle
attirant les compositeurs de l'ensemble du monde germanique et constituant un lieu à partir duquel s'est diffusée la vie culturelle allemande. Il est inutile d'évoquer Mozart. Haydn, considéré comme le père de la symphonie, a fait circuler dans ses pérégrinations à travers l'Europe la célébrité de Vienne comme capitale musicale, et il semble avoir joué un rôle essentiel dans le départ de Beethoven de Bonn vers Vienne, où ont été créées symphonie et quatuor, certains étant des commandes de mécènes étrangers, comme le fameux diplomate russe Razumovsky, qui a, disons, commandé et payé à Beethoven ces fameux quatuors. Car c'est le propre d'une capitale culturelle que d'être un point de départ d'un rayonnement vers l'étranger, une tradition qui, à Vienne, se poursuit bien sûr jusqu'à Brahms, Mahler, Schönberg, Alban Berg, Anton Webern et d'autres. Une constante est toujours l'appropriation symbolique de l'étranger, une forte présence étrangère. Je crois qu'il n'existe pas de capitale culturelle, en tout cas dans le monde germanique, et qui reposerait sur une sorte de pureté nationale et de réduction à l'identité ethnique nationale. Cinquième point, Berlin et les petits centres. La question de la capitale culturelle et littéraire allemande, envisagée du point de vue de la période la plus contemporaine, dissimule aussi la question très actuelle du rôle de Berlin. Il n'est certainement pas question de nier que dans la longue durée, Berlin a joué un rôle éminent dans les lettres allemandes, notamment lorsque s'est opérée la conjonction de plusieurs facteurs favorables, tels que la présence d'auteurs, de maisons d'édition et un rayonnement politique de la ville sur le reste du pays. C'est ainsi, par exemple, que Nicolai, dans sa triple fonction d'éditeur d'une très grande revue, d'auteur prolifique et de propriétaire d'une librairie maison d'édition dont la tsarine germanophone Catherine II était une des grandes clientes, a fortement contribué à faire de Berlin, à la fin du XVIIIe, un lieu de première importance. Un deuxième moment, facilement reconnaissable, est ce que l'on pourrait appeler le moment Theodor Fontane. Le romancier Theodor Fontane suit la guerre de 1870 qui a définitivement donné à la Prusse un rôle dominant en Allemagne. Son œuvre présente la caractéristique d'être un retour au demeurant critique sur la société prussienne. Un troisième moment serait peut-être le moment brechtien, entre la fin de la guerre de 14 et l'avènement du national-socialisme. Il se caractérise par l'éclosion, très clairement ancrée à Berlin, d'une modernité littéraire liée à d'autres expérimentations esthétiques, par exemple la musique de Kurt Weill ou la peinture de Grosch, qui se veut en même temps une expérimentation de formes sociales nouvelles. C'est l'époque où Döblin publie son fameux roman Alexanderplatz. Il est toutefois caractéristique et très intéressant d'observer qu'on désigne ce grand moment de l'histoire culturelle berlinoise du nom de République de Weimar. Si cette place de Berlin ne saurait être niée, on est en droit de s'interroger dans le long terme sur la place relative d'autres centres qui peuvent, à y regarder de près, apparaître comme aussi importants. Dans les années 1770, Göttingen est le lieu d'éclosion de toute une école poétique qui fournit à l'Allemagne une série de poètes beaucoup plus novateurs et significatifs que ceux qui gravitent autour de la cour de Berlin. Même si l'on ne souhaite pas minimiser la fonction des salons berlinois, dont celui de la fameuse épistolière Rahel van Hagen, on doit considérer que la vie littéraire autour de 1800 s'opère sur le théâtre de petites villes. On pense à Tübingen-Stuttgart comme lieu où se fonde la philosophie allemande de Schelling et Hegel, où se développe la poésie de Hölderlin, mais aussi comme le lieu d'une des principales maisons d'édition de l'époque, Cotta, qui est installée à Tübingen et Stuttgart. Il est devenu courant de parler d'un romantisme de Jena ou d'un romantisme de Heidelberg, et de fait, ces deux villes ont été, à des moments différents, des centres tout aussi importants du point de vue strictement intellectuel que Berlin. À Jena, on associera Schelling, Fichte, Novalis, Tieck, mais aussi Schiller qui a enseigné. Un des grands journaux du tournant du siècle, susceptible de faire ou défaire la réputation, la Jenenser Literaturzeitung, se publie, comme son nom l'indique, à Jena. Même si des polarisations plus fortes s'opèrent au tournant 19e, 20e, on ne peut manquer d'observer que la Vienne de Musil, Freud, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Hermann Broch n'est en rien un centre moins considérable que le Berlin de la même époque. Lorsque, dans un article célèbre de 1889 sur les archives littéraires, le philosophe Wilhelm Giltay suggère une répartition des manuscrits de la mémoire philologique, Berlin n'est pas oublié, mais Munich, Stuttgart, Hanovre, à cause de Leibniz, Heidelberg,
ont chacun leur part de l'héritage dans cette répartition idéale. Et jusqu'à nos jours, Göttingen ou Wolfenbüttel restent encore des lieux de très anciennes et très riches bibliothèques. À mesure qu'on se rapproche de la période la plus contemporaine, on doit noter que Berlin n'émerge pas comme le centre littéraire décisif. Le lieu de résidence des écrivains allemands depuis les années 30 est en fait aléatoire. Les lieux de consécration et de publication depuis 1945 sont en revanche très étroitement rattachés à Francfort, qui dispose avec le feuilleton de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, où régna le critique d'origine juive polonaise Reich Ranitzky, un des vecteurs essentiels de consécration. Avec la foire du livre, l'un des vecteurs principaux de diffusion des livres, et avec les maisons d'édition Fischer et surtout Surkamp, deux des principales maisons d'édition de l'Allemagne actuelle. La maison Surkamp, principalement, bénéficiait durant tout le règne de son directeur Unzelt de la réputation de fabriquer des auteurs très liés à l'université et dévoués à la philosophie dite critique qui dispensait Horkheimer, Adorno puis Habermas. La maison Surkamp disposait des années 1950 aux années 1970 d'une propre idéologie de légitimation qui la rendait incontournable sur tous les campus et faisait de Francfort une mecque de la littérature et plus généralement de la production intellectuelle allemande. L'équilibre dans la longue durée entre une ville qui cherche à assurer son hégémonie politique et des centres nombreux qui lui font équilibre, cet équilibre montre le danger qu'il y aurait à projeter une catégorie de la capitale tirée de l'histoire de France sur des espaces auxquels elle est mal adaptée. J'en viens à un sixième point, la fonction de l'étranger. Une des caractéristiques les plus singulières de l'histoire littéraire allemande depuis le XVIIIe est l'importance de l'étranger comme lieu de séjour durable et lieu de consécration. On peut dire que si le terme de capitale littéraire allemande doit être employé au pluriel, plusieurs capitales se situent dans un espace non germanophone. Le premier exemple qui vient chronologiquement à l'esprit est celui de Rome, où Winkelmann s'installe de 1755 à 1768, sert de guide à un grand nombre d'artistes ou d'aristocrates en voyage et fait de la référence à l'Antiquité un élément désormais central de la culture littéraire classique en Allemagne. La présence de l'individu pourrait paraître statistiquement sans importance si les œuvres qui s'y préparent et en sont issues, essentiellement l'histoire de l'art dans l'Antiquité de 1764, ne devenaient immédiatement des textes de référence, suscitant notamment des débats avec les écrivains restés en Allemagne comme Lessing, une sorte de bible de la culture allemande, que cette histoire de l'art dans l'Antiquité écrite à Rome en 1764. Après Winkelmann, le voyage en Italie est devenu une sorte de rituel obligé pour quantité d'écrivains qui en ont tiré un récit et ont fondé leur consécration sur leur séjour à Rome, ou plus généralement en Italie. Le portrait de Goethe dans la campagne romaine par Tischbein, une des représentations les plus connues de Goethe, montre assez le poids qu'il attribuait à cette expérience italienne. Il faudrait énumérer les noms d'écrivains qui, de Herder à Heine, ont jugé indispensable d'aller chercher la respiration dans la péninsule. On aurait tort de considérer le voyage en Italie comme un simple poncif littéraire qui correspond à une donnée dans le long terme qui dépasse de loin la place occupée par la référence italienne dans l'œuvre de Stendhal, par exemple. Il s'agit d'un véritable décentrement du champ littéraire allemand. Durant la première moitié du XIXe siècle, durant les années 1920 et 1930, Paris joue un rôle un peu comparable. Il y a d'ailleurs une relation entre le décentrement romain et le décentrement parisien. Paris est devenu, avec la Révolution et pour quelques décennies, une sorte de capitale politique, un laboratoire des mouvements sociaux, à l'écoute duquel tout intellectuel allemand se doit de rester. Et il ne s'agit pas ici des voyages sur le théâtre de la Révolution qu'une très forte proportion d'écrivains ont accompli, mais bien de séjours durables. Guillaume de Humboldt a passé beaucoup de temps à Paris avec un programme explicitement défini, celui d'une anthropologie comparée, exigeant de se situer à l'extérieur du monde allemand. Même si les persécutions politiques à l'encontre des écrivains d'opposition sous l'ère de Metternich sont une cause immédiate de l'exil massif d'hommes de lettres allemands vers Paris, on doit reconnaître chez beaucoup un prolongement du projet humboldtien d'anthropologie comparée, comme si l'on ne pouvait tenir un discours pertinent sur l'Allemagne en tant qu'écrivain qu'en parlant de Paris, ou mieux encore, comme si les opposants allemands devaient parler de Paris
pour aborder indirectement la situation politique de l'Allemagne. Le Paris des années 1830-1840 avait autour une population de 50 000 émigrés allemands disposant de leur propre journal et de leur propre maison d'édition. Une situation comparable réapparaît dans les années 1930. Les écrivains allemands qui parlent de la France et se sont installés à Paris, comme Walter Benjamin ou Siegfried Kracauer, pour ne donner que deux exemples, évoquent en fait, sous couvert de parler de la France, le national-socialisme. Un fort pourcentage des écrivains qui comptent, c'est-à-dire des anti-nazis, passent des mois ou des années à Paris et y écrivent. Toutefois, il y a aussi essentiellement, durant la grande période de la littérature allemande, tournant 18e-19e, une autre fonction des capitales littéraires étrangères, celle qui consiste à assurer la consécration d'un certain nombre d'auteurs et plus généralement à la littérature elle-même. Il est intéressant d'observer que la première anthologie du lyrisme allemand est parue en France et en français. Et elle est l'œuvre d'un Allemand soucieux de la diffusion de sa littérature nationale naissante. Quand Michael Humboldt publie son ouvrage, il n'existe quasiment pas de littérature allemande, et il s'agit précisément de la créer. Et pour la créer, il faut obtenir une reconnaissance étrangère, une reconnaissance parisienne. Benjamin Constant ou Madame de Staël sont des auxiliaires précieux de la littérature allemande dans cette même continuité, dans la mesure où l'écho qu'ils en diffusent depuis Paris a valeur de consécration. J'en viens à un 7e point, la Grèce et l'idée des capitales culturelles allemandes, la dimension architecturale des capitales. L'Athènes des bords de la Spree est une métaphore ancienne pour désigner Berlin. On en attribue l'invention à un poète oublié du début du XVIIIe siècle. Ce dernier célébrait la fondation de l'Académie des sciences dont le premier président fut Leibniz. Il est vrai qu'on trouve aussi Pleiss Athen pour désigner Leipzig, l'Athènes des bords de la Pleiss, et Saal Athen même, appliqué à l'université de Jena, l'Athènes des bords de la Pleiss. Et naturellement Isar Athen pour désigner Munich, l'Athènes des bords de l'Isar. Il faut observer que ces dernières désignations concernent moins la perception visuelle d'un lieu que le rôle qui lui est attribué comme capitale des arts et des sciences. S'il est ainsi préparé par des aspirations anciennes, le terme de Spree Athen ne prend sa pleine valeur qu'au début du XIXe siècle, lorsque Wilhelm von Humboldt fonde l'université de Berlin et fait immédiatement appel à l'helléniste homérisant Friedrich August Wolff pour qu'il aide à développer l'étude de l'Antiquité grecque à l'université et au-delà à redresser la Prusse écrasée par les armées napoléoniennes. Alors que la philologie grecque était plutôt localisée dans l'université de Halle, où Wolff enseignait auparavant, et Humboldt fait désormais de Berlin le point de départ d'une hellénisation de l'Allemagne. Lui et Wolff, partageant avec Schiller et Goethe une même passion de la Grèce, c'est une sorte d'idéologie nationale qui s'élabore au moment de la fondation de l'université de Berlin. Wolff dirigeait, en même temps qu'il avait sa chaire, dirigeait la section scientifique de l'enseignement public en Prusse. Mais une grande différence apparaît entre la Spree Athen du XVIIIe siècle et celle du premier XIXe, qui va se construire comme un lieu de résistance à l'Empire et à la France des Lumières. C'est que l'Athènes prussienne ne doit pas être seulement un lieu de formation compatible avec l'Athènes antique, mais doit, de par ses monuments, ressembler à Athènes. L'Athènes des bords de la Spree sera une Athènes à colonnade néoclassique grâce à l'intervention de l'architecte Friedrich Schinkel. Celui-ci participe à l'engouement exacerbé pour le néoclassicisme esthétique, accompagnant la conviction néo-humaniste que l'éducation passe par l'héritage grec. Cela étant, Schinkel était avant tout un architecte, et ses maîtres en matière architecturale furent, par exemple, Langhans, qui édifia la porte de Brandebourg en s'inspirant des propriétés de l'acropole. Schinkel n'alla jamais en Grèce, mais fit en 1803-1805 un long voyage en Italie qui lui donna l'occasion d'observer tant les temples d'Agrigente et de Sélinonte que les temples de Paestum dont il est question dans son journal de voyage. Au cours de son voyage en Italie, il rencontra Humboldt, alors ambassadeur de Prusse à Rome, et se lia d'amitié avec lui. C'est grâce au soutien de Humboldt que Schinkel devint fonctionnaire prussien et s'engagea dans une carrière d'architecte
qui le conduisit au poste de directeur des bâtiments. On peut donc considérer que si Friedrich August Wolff avait à réaliser le philhellénisme humboldtien dans le domaine philologique et pédagogique, il revenait à Schinkel de réaliser cette idée néo-humaniste dans le domaine architectural. Alors, on ne compte pas les monuments de Berlin qui portent la trace de l'activité de Schinkel. Il y a le Altes Museum avec sa façade de 18 colonnes ioniques du cannelé, que je vous ai montré tout à l'heure. Et il faut évoquer aussi la Neubach, nouveau bâtiment de la garde en forme de petit temple, qui fut la première commande royale adressée en Schinkel en 1816. Difficile d'être plus grec qu'avec ce monument caractéristique, comme la porte de Brandenbourg de Berlin. Mais le néo-humanisme architectural de Schinkel ne s'est pas arrêté à construire un Berlin grec. Il eut aussi une tentative de construire une Athènes prussienne. Après l'arrivée sur le trône grec du roi bavarois Othon, le prince héritier de Prusse, futur Frédéric Guillaume IV, suggéra à Schinkel de produire un plan de réaménagement de l'acropole. Il s'agissait principalement de concevoir sur l'acropole un palais pour Othon Ier. On a affaire à une sorte d'échange des capitales. Le projet concernant l'acropole rappelle fort un autre projet de Schinkel, celui du château d'Ogyanda en Crimée. Sur un éperon dominant la mer, c'est un enchevêtrement de structures néo-grecques que proposait Schinkel. De même qu'à Berlin, la définition humboldtienne, Berlin, la définition humboldtienne de la Grèce trouve des prolongements essentiels dans l'architecture de Schinkel et de la philologie de Wolff. De même, l'esprit de Humboldt s'inscrit en Bavière dans la complémentarité de Klenz et de Friedrich Tiersch. Friedrich Tiersch a étudié à Göttingen et Leipzig la philologie grecque, mais il est en Bavière depuis 1809 et a fortement contribué à défendre les intérêts de la Bavière en Grèce. Il a fait ça dans un sens que l'on peut définir comme humboldtien. Militant du néo-humanisme, il en prône les mérites dans un ouvrage de 1838 qui présente les institutions d'enseignement en Europe et accorde à l'Allemagne hellénisée une place de choix. Tiersch a aussi publié un ouvrage en 2 volumes sur la régénération de la Grèce, qui doit passer par un alignement sur l'université allemande. Je voulais vous montrer un tableau de Klenz qui représente l'acropole, envisagée comme une sorte de palais rénové. Si au moins durant une première période, l'Athènes que nous connaissons avec son plan, son parlement et son acropole purifiée des époques médiévales ou turques a été voulue et dessinée par des philologues, historiens d'art et architectes bavarois, cette construction s'est répercutée en Allemagne même avec la mise en place d'une Athènes des bords de la Spree, des bords de l'Isar. Un élément intéressant à voir, c'est un élément de la Königsplatz à Munich, où l'architecte von Klenz a fait ce que l'architecte Schinkel faisait à Berlin. Donc, aussi bien à Munich que à Berlin, vous avez une représentation de la capitale comme imitation d'Athènes, mais une imitation d'Athènes qui est un emprunt avec un retour vers Athènes même. Donc, si au moins durant une première période, l'Athènes que nous connaissons avec son plan, son parlement et son acropole purifiée les époques médiévales ou turques a été voulue et décidée par des philologues, historiens d'art et architectes bavarois, cette construction s'est répercutée en Allemagne même avec la mise en place d'une Athènes des bords de la Spree, des bords de l'Isar. Humboldt est au cœur de ce processus de l'histoire européenne. Il est moins par son œuvre même que parce qu'il a contribué à transformer l'engouement philhellène qui marque l'Allemagne depuis Winckelmann et atteint son paroxysme vers 1800 en une œuvre collective, un objectif universitaire commun, un projet urbanistique. Dernière photo que je voulais vous montrer avant d'arriver à ma conclusion, c'est la cathédrale
catholique d'Athènes qui a été dessinée et construite par Klenz, donc l'architecte de Munich. Une capitale culturelle et littéraire est un lieu où une majorité d'écrivains d'une ère linguistique donnée écrivent, sont publiés, sont diffusés, reconnus et lus. Bien que ces fonctions soient tout à fait différentes dans la définition de la capitale culturelle, on a pris l'habitude de les considérer selon le modèle français, sans doute aussi anglais, comme indissociables. L'Allemagne fournirait un exemple extrême d'une dissociation possible. On peut sans grande peine associer tel ou tel lieu du monde germanique à l'inclusion de Zurich et de Vienne à une ou plusieurs des fonctions qui définissent une capitale culturelle. Aucun pourtant, sauf peut-être Leipzig, et encore durant une période limitée, ne rassemble toutes ces fonctions. Berlin n'a jamais été une capitale littéraire, et si longtemps souvent a donné ce titre à Weimar, c'est en mettant entre parenthèses toute une série de fonctions de la capitale. Il reste que la dispersion des centres et une translation sur la carte de l'ère culturelle allemande des pôles dominants aboutit à une irrigation du pays par, je dirais, la culture du livre, certainement plus forte qu'ailleurs. Le rôle de l'étranger dans l'organisation de la vie culturelle pousse à l'extrême la tendance à la décentralisation. On pourrait dire aussi que la multiplicité des capitales littéraires et culturelles a contribué à faire de la culture allemande plus que d'autres une culture du livre. La musique et les collections d'art font partie des composantes des capitales allemandes. Sans doute aussi l'architecture néo-grecque, correspondant à un philhellénisme, est-elle indissociable de la notion de capitale dans l'espace germanique. Elle montre à tout le moins que l'idée de capitale implique un lien privilégié avec l'étranger, fondamental dans l'histoire culturelle allemande. Les capitales Munich et Berlin, marquées par le néo-hellénisme, pendant architectural du néo-humanisme, vont à leur tour modeler la capitale Athènes. De toutes ces facettes dans la tentative de montrer les particularités de l'idée de capitale allemande, il convient en tout cas de retenir l'idée d'une pluralité radicale qui est totalement différente du modèle français. Voilà, en gros ce que je souhaitais présenter. Merci.